Maintenant, on va entendre Patrick Clairvoy. Alors, Patrick Clairvoy est médecin psychiatre au service de santé des armées, professeur au Val-de-Grâce de psychiatrie. Et il a publié, c'est pourquoi nous voulons l'entendre, L'effet Lucifer, qui est un livre où il tente d'expliquer ce qu'il appelle le décrochage du sens moral, donc dans les situations de guerre notamment. Comment on en arrive à perpétrer des actes terribles. Par ailleurs, qu'est-ce que je peux dire d'autre ? Il a reçu pour ce livre aussi le prix Pierre-Simon, le prix d'éthique donc, que nous délivrons. Voilà, je vous laisse la parole. Vous avez 40 minutes. Merci beaucoup de m'avoir invité. Et je vais essayer de ramasser mon exposé et vous inviter aux réflexions et au désarroi qui m'habitent. Je m'explique. Je vais d'abord vous raconter, pour vous expliquer le décrochage du sens moral et où je vais amener votre réflexion, je vais vous raconter 3 expériences. La première s'appelle l'expérience de H, A-S-C-H. Vous aurez toutes les explications sur Internet. Que fait le professeur H ? Il réunit 10 personnes qu'il aligne sur une table. Sur ces 10 personnes, ce sont 10 cobayes qui vont être interrogés. Il leur projette sur un tableau des lignes blanches de 3 tailles différentes, A, B et C. Et puis il leur présente une autre ligne et il dit cette autre ligne, est-ce que c'est A comme longueur, est-ce que c'est B, est-ce que c'est C ? En fait, sur ces 10 personnes, il n'y en a qu'une seule qui est un cobaye, mais elle ne le sait pas. Elle croit que toutes les autres sont des cobayes comme elle. Et on choisit la 9e. Vous verrez si vous faites YouTube, cette expérience, elle est sur YouTube, elle est très parlante. Par convention, les 5 premières lignes qu'on présente, les 8 premières personnes donnent la bonne réponse. Évidemment, la 9e donne la bonne réponse et la 10e aussi. Et à partir de la 6e, A, la première personne se trompe. La 2e personne répète la même erreur que la première, ainsi que la 3e, la 4e, la 5e, la 6e. Et on regarde que va dire 9. Comment va-t-il réagir lorsqu'il est convaincu que les autres se trompent, mais qu'il ne veut pas être discordant à l'unanimité du groupe? Il ne veut pas introduire de dissociation du groupe. Je passe. Le résultat, c'est que 60% des gens donneront une réponse fausse pour ne pas être discordant du groupe. Ça s'appelle le conformisme. Expérience de H, ça date des années 50. Vous avez l'autre expérience beaucoup plus connue qui est celle de Milgram, Stanley Milgram, la soumission à l'autorité. Vous avez donc 2 personnes qui sont présentées comme ayant été sélectionnées. En fait, seule une est cobaye du groupe et on se débrouille pour que le cobaye ait toujours le même rôle. Il sera l'expérimentateur. C'est lui qui aura à poser les questions à l'autre qui sera interrogé et il aura à lui soumettre une punition sous la forme d'une décharge électrique progressivement croissante. Tout ça, c'est sur YouTube, vous verrez. Alors, vous me direz, il est un peu pervers, Milgram, parce qu'il fait fabriquer une fausse machine. Alors, il y a des interrupteurs de partout, ça fait du bruit, clic, clic. Enfin, on entend des bruits qui n'ont rien à voir avec la réalité des choses. Et vous avez 45 petits interrupteurs, donc vous avez 45 chocs possibles. Le premier étant marqué extrêmement faible et le dernier étant marqué extrêmement fort. Les 5 derniers risquent mortel. Et donc la personne qui est examinée, elle pense que l'autre aussi est cobaye. Elle ne sait pas que c'est quelqu'un qui va jouer un rôle. Quand on lui dit, s'il vous plaît, attachez le bracelet qui délivre la décharge électrique, c'est l'interrogateur qui va attacher le bracelet à l'interrogé. Et il voit tout le dispositif avant ensuite de passer derrière un paravent où il va seulement entendre les réponses de l'interrogé. Par convention, l'interrogé va donner une réponse fausse sur 3. On sait que
la personne qui va délivrer les décharges électriques va être très vite mal à l'aise parce qu'elle va entendre une personne qui crie, qui dit la douleur, qui dit arrêtez, qui dit je ne veux plus continuer, arrêtez ça. Et en fait, on va voir jusqu'où peut aller dans la cruauté la personne à laquelle on a demandé d'être cruel. Et donc, il va se retourner vers un homme en blouse blanche, le scientifique, l'autorité, l'ordre. Et il va arrêter. Et l'autorité n'a que 5 réponses. Continuez. Vous devez continuer. L'expérience exige que vous continuiez. Il faut que vous continuiez. La 5e, c'est du même ordre. Eh bien, Milgram avait fait un test, interrogé un peu les scientifiques auparavant, avait dit, mais à votre avis, combien de personnes iraient jusqu'au bout? Et ils évaluent qu'à leur avis, pas plus de 5% des gens qui correspondraient aux gens qui seraient un petit peu déséquilibrés. Voilà. La surprise, 80% des gens vont jusqu'au bout. 80% des gens vont jusqu'au bout. 3e expérience très importante que vous avez elle aussi sur Internet et sur YouTube, c'est celle de Philippe Zimbardo qui s'appelle Stanford Experiment. Il a un laboratoire de psychologie dans l'université de Stanford. C'est toute une aile du laboratoire. Il la transforme en prison. Alors, c'est des barreaux qui sont rajoutés aux fenêtres. On a juste écrit prison à l'entrée. Et vous avez, c'est assez étonnant parce que vous regardez sur les vidéos sur YouTube, vous voyez, alors il recrute des étudiants, $10 par jour. Il n'a pas de difficulté à recruter des étudiants. Il choisit des gens qui n'ont aucun antécédent psychiatrique, c'est-à-dire des gens ordinaires et relativement stables. Et il y a un tirage au sort. Il y aura 10 gardiens et il y aura 10 détenus. Tout ça pour ne retenir dans l'expérience que 6 gardiens ou 8 gardiens et 8 détenus. Et ils ont aussi des remplaçants si jamais il y en avait un qui se désistait. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, d'abord Zimbardo fait venir un ancien détenu et un ancien gardien de prison qui vont le guider. Le but, c'est d'évaluer comment les gens se rebellent. Parce qu'à l'époque, il y avait une grosse demande, parce que c'était toute l'époque de la contestation de la guerre du Vietnam, et on voulait savoir qu'est-ce qui anime les gens qui se rebellent. Et pour jouer le jeu, donc, ceux qui ont été tirés au sort pour être détenus savent que l'expérience commencera entre tel jour et tel jour, 72 heures d'intervalle. Mais c'est la police de Los Angeles qui joue le jeu, qui les arrêtera chez eux, devant tout le monde, les menottes, la voiture. Amenés là-bas, ils seront dépouillés de leurs vêtements, dépouillés de tout ce qui fait leur identité, ça rappelle les camps de concentration, le même vêtement, la tête rasée ou alors le même bonnet. Et on regarde ce qui se passe. Dès la 2e nuit, les gardiens vont faire plus que ce qu'on leur demande, parce qu'ils ont peur de la révolte et de la conspiration des détenus, donc ils vont être durs pour bien montrer leur autorité sur leurs détenus. Dès les 48 premières heures, il y a des dérapages verbaux, puis dès 72 heures, des dérapages physiques, des bourrades, des coups, des pompes, les humiliations. Et l'expérience dure 7 jours. On propose aux familles, aux vraies familles, de venir voir les détenus comme si c'était des vrais détenus. Les familles viennent, ne disent rien. On a dit aux détenus, si tu ouvres ta gueule, gaffe à toi. Les détenus ne disent rien. Pour jouer le jeu jusqu'au bout, on fait venir des vrais avocats. Ils ont leur audience. On est dans un laboratoire de psychologie où tout est faux. Eh bien, c'est devenu vrai pour tout le monde. Et au 10e jour, c'est un enfer. Zimbardo filme l'enfer. C'est son expérience. Et puis, il a une ancienne élève qui vient le voir et dit, viens, je vais te montrer l'expérience. L'ancienne élève arrive, elle voit derrière une vitre sans teint ce qui se passe derrière, et elle dit, mais c'est pas possible, il faut arrêter. Et tout d'un coup, Zimbardo réalise que lui-même avait été incapable d'arrêter une horreur qu'il ne voyait plus. Ces 3 éléments sont très importants. Et pour moi, ils illustrent les circonstances du décrochage du sens moral. Le décrochage du sens moral, c'est Alors, aux États-Unis, en Angleterre, ils ont le moral disengagement, le désengagement moral. Comme si la morale, c'était un engagement conscient et qu'on pouvait aussi se désengager. Et Franck de Monlot, qui est un ami,
proche aussi d'Emmanuel, m'a dit, tu sais, le terme décrochage serait mieux. Décrochage, vous savez, c'est l'avion qui vole parce qu'il est porté. Et tout d'un coup, parce que la pente ou la vitesse ne convient plus, l'avion se met à tomber. On appelle ça en aviation le décrochage. Et finalement, j'ai retenu ce terme de décrochage du sens moral pour illustrer ces circonstances où, c'est ça l'objet de cette recherche, des gens qui défendent les plus belles valeurs du monde, bien élevés, bien éduqués, qui ne sont pas en danger, tout d'un coup et unanimement, et sans pouvoir s'en empêcher, deviennent les bourreaux des autres. Et donc maintenant, j'ai fait le livre, merci, qui a eu le prix, et j'ai fait tout un travail pour illustrer le décrochage du sens moral chez les médecins pendant la Première Guerre mondiale. Et je vais vous accompagner dans ce récit pour voir comment, petit à petit, ce scénario s'est mis en place. Début du XXe siècle, quelles sont les théories qui dominent en médecine ? La dégénérescence médicale de Bénédicte Augustin Morel. C'est la grande ère de la génétique, et donc vous avez Zola. Dans Zola, vous avez des héros de Zola dont les parents ont été alcooliques, et les héros, bien que ne soyant pas alcooliques, porteraient eux-mêmes les tares de l'alcoolisme de leurs parents. Donc la dégénérescence, l'abattardissement de la race, et tout l'enjeu de la Première Guerre mondiale, c'était de se relever de l'humiliation de 70 et de la privation d'Alsace-Lorraine et de montrer que la race française, c'était une race qui valait bien la race allemande. C'était aussi donc, tout le darwinisme, et vous aviez aussi tous les travaux de Charcot sur l'hystérie. Et Charcot de dire que l'hystérie n'est pas, comme elle a été décrite chez les Grecs, l'apanage des femmes. Vous savez que hystérie est dérivé du mot hystéra, l'utérus, la matrice. Et Charcot décrit l'hystérie masculine. Charcot n'est plus là. Son héritier s'appelle Joseph Babinski, un homme un peu spécial. J'attends qu'il y ait sa biographie, parce qu'un homme qui a toujours vécu seul, avec son frère, qui a improvisé des spectacles porno et qui se voulait garant de la morale, je voudrais un peu voir quelle était sa morale à lui. En tous les cas, Babinski révise l'hystérie de Charcot. Et il dit cette phrase, écoutez-la bien parce que des fois, c'est dans de très courtes phrases qu'on peut situer le début du décrochage. Parlant de l'hystérie, il dit « L'hystérie, c'est de la simulation inconsciente. » Vous avez noté l'oxymore. Simulation inconsciente. On est au début des accidents de chemin de fer. On est au début de la demande de réparation de préjudices médicaux liés à des accidents. Et donc, on a déjà inventé un terme d'une maladie, la sinistrose. Des gens dont la seule maladie, c'est de mimer un symptôme pour exiger des assurances, une couverture supplémentaire. Voilà donc la dégénérescence, l'hystérie qu'on appelle simulation inconsciente et la sinistrose. Des gens exagéreraient leurs symptômes par quête de bénéfices secondaires. La guerre éclate. Cette guerre est terrible. Et à l'époque, il n'y a pas encore de travaux sur la peur, sur ce qu'on appellerait aujourd'hui le stress aigu, mais on décrit des scènes très étranges. Des gens qui ont été bombardés plusieurs heures, on les ramasse, ce sont des véritables états catatoniques, léthargiques. On raconte, ils ont les yeux ouverts, ils ne bougent plus et les mouches se promènent sur l'œil entre les cils sans que l'œil ne cligne. Voyez bien l'intense perturbation psychique de ces gens, parce que je veux dire, on ne peut pas réprimer, personne ne peut volontairement réprimer le clignement d'un œil. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, ça n'est pas de la simulation. Et on voit émerger toute une série de troubles bizarres avec des gens qui sont tordus, courbaturés, qui spasment, qui ont... Il y a dans le musée de l'école du Val-de-Grâce, à Paris, vous avez des moulages. On voit des gens qui arrivent à vous mettre l'omoplate perpendiculairement au dos, comme si on arrivait, nous, à bouger volontairement notre omoplate pour pouvoir la mettre comme ça verticale. On décrit des ventres énormes comme gonflés. On invente des mots nouveaux. Et la littérature médicale s'enrichit d'un vocabulaire. On invente catémiophrénose, des ventres qui sont hyper dilatés. Les camptocormies, des gens qui ne peuvent plus se redresser et qui ont des attitudes de cueilleurs de champignons. Et si vous faites un Internet
YouTube Canto Cormi, vous verrez des vidéos où ces patients sont filmés nus. Comme ces malades ne sont pas des malades dont on peut être fier, on les humilie de la nudité imposée. Bref, il se trouve que les hôpitaux, alors beaucoup de morts et de blessés, vous savez que Verdun, aux heures les plus chaudes, c'était 3000 morts par jour. Pour vous donner des chiffres, la guerre d'Algérie, c'était 11 morts par jour. Pour vous donner des chiffres, l'Afghanistan, c'était 1 mort par mois. Oui, bon, et c'est une guerre qui consomme énormément de vie. Et vous comprenez aussi qu'il n'y a pas grand monde quand on voit les estropiés de cette guerre. On comprend non plus qu'il n'y ait pas grand monde pour faire partie de ces assauts sanglants. Vous lisez Dorgelès, vous lisez Henri Barbus, Le Feu, enfin tous ces gens qui ont écrit sur la réalité du front, et vous pouvez imaginer ça. Très beaux ouvrages en bande dessinée, ceux de Jacques Tardy. Et on fait aussi la chasse aux planqués. Alors, qui est planqué? Sont planqués ceux qui n'ont pas allé au front. La première des fonctions qui fait qu'on est dispensé d'aller au front, ce sont les élus, les députés. Et les députés vont très très vite faire une loi pour qu'on fasse la chasse aux planqués, c'est-à-dire les autres qui n'y vont pas. Il se trouve que dès 1915, les hôpitaux sont saturés de ces malades qui tremblent, qui sont courbés, qui ont des courbatures, qui ont des paralysies. Et Babinski fait un congrès de neurologie à Doullens en 1915. C'est pas compliqué, tous les neurologues des hôpitaux de France sont mobilisés et dirigent les antennes neurologiques des hôpitaux du front. Alors il y en a qui disent « je les sanctionne », d'autres « je les désigne pour qu'ils soient punis ou, là encore, humiliés. Je refuse pour eux qu'ils aient une quelconque gratification, médaille ou pension ». Il y a bien 1 ou 2 neurologues qui disent « je puis vous assurer, avec toute mon expérience, je n'ai jamais vu de simulateur au front ». Celui-là, il est professeur agrégé de neurologie. Professeur. Babinski n'a jamais été professeur. Or, Babinski a l'aura du maître, Jean Charcot. Et donc, tous les élèves, 90% des neurologues, vont adhérer à Babinski. Et Babinski recommande la méthode Brusquet. Brusquet, ça veut dire que si on prend par surprise l'hystérique, on peut vaincre son symptôme récalcitrant. Et dans un livre très connu qui s'appelle « Hystérie en temps de guerre », Babinski raconte comment il préconise la méthode Brusquet. Eh bien, un peu comme dans l'expérience que je vous ai décrite de Stanley Milgram, chaque médecin, chaque jeune neurologue va vouloir inventer sa méthode Brusquet, celle qui produira le plus de résultats. Vous avez, je vous donne quelques noms, Gustave Roussy, neurologue qui deviendra anapathe, et je vous parlerai de son avenir ensuite. Il dit « J'injecte de l'éther dans le muscle, le plus doucement possible, pour que ça fasse le plus mal possible. Ainsi, j'obtiens des résultats. » Vous avez Vincent, son prénom m'échappe, voilà. Clovis Vincent, merci beaucoup. Clovis Vincent, qui utilise l'électricité, il dit « Je les harangue, je leur fais peur. » Les étincelles, l'odeur violette, l'odeur d'ozone qui se dégage, et déjà, ils sont prêts. Tous ceux qui vont passer demain assistent à la séance d'aujourd'hui pour qu'ils voient bien les cris, les tourments, les bonds que fait la personne sous l'électricité. Vous avez Tinel qui invente des machines qui, petit à petit, le patient est attaché, on tire avec un mécanisme d'engrenage et on lui attire la jambe pour la redresser. Je veux dire, on n'a pas inventé ça depuis l'Inquisition. Et tout ça, c'est fait avec la plus grande, j'allais dire, honnêteté médicale scientifique. Il publie les résultats. Il se produit un événement qu'un jour, un zouave, c'est comme ça qu'on nomme le... C'était pas une insulte à l'époque, c'était une catégorie de militaires, qui s'appelle Baptiste Deschamps, refuse d'être torpillé, puisque les patients avaient dit ça vous retourne comme une torpille, donc ce traitement à l'électricité, on l'appelle le torpillage faradique. Et en se débattant, il donne un coup de poing à son neurologue.
Ça, surtout qu'il a donné le coup de poing devant les autres et que le neurologue s'est retrouvé par terre. Je peux vous dire que Clovis Baptiste Deschamps était déjà très handicapé par sa maladie neurologique. Clovis Vincent l'a ensuite boxé pour le mettre au sol. Enfin, Clovis Vincent, grand chasseur, ce n'était pas un homme à se laisser abattre. Et vient le procès, qui est le procès, en fait, de Jean-Baptiste Deschamps. Mais derrière ce procès, entendez qu'on va faire le procès à cette technique thérapeutique, on est déjà en 1917. Et c'est le procès d'une méthode, c'est le procès d'une théorie scientifique. Babinski va voir Clovis Deschamps pour le défendre. Le sous-secrétaire d'État à la guerre, Justin Godard, rend visite à Clovis Vincent avant le jugement. Vous voyez quand même que tout est fait pour impressionner le jury, pour bien dire que Clovis Vincent, il n'y a pas plus patriote que ce monsieur. Et il y a un député radical de l'Aude, son nom m'échappe mais il me reviendra, qui est avocat, qui vient défendre le zouave Baptiste Deschamps. Le procès a lieu. Procès très étonnant. Clovis Vincent, ce neurologue, témoigne. Clovis Vincent a déjà été au front. Clovis Vincent a déjà à plusieurs reprises exposé sa vie. Et on peut dire que ce neurologue jeune est un homme plein de courage, plein de dévouement, plein de l'idée de soin et des bonnes idées que lui ont inspiré Babinski. Ce n'est pas une mauvaise personne. Et il dit, que diraient mes frères du front s'ils savaient qu'on laissait ici des gens sans soin alors que ces gens pourraient les relever? Que diraient mes confrères du front qui sont obligés de rester parce que la relève ne vient pas? C'est quelqu'un qui dit, il y en a 300 000 dans les hôpitaux, ou 30 000. Ça fait 300 000, je crois. Il dit, ça fait 3 divisions. N'est-ce donc rien, 3 ou 30 divisions? Enfin bref, Clovis Vincent tient un discours d'honnêteté médicale et de patriotisme. Puis vient l'avocat député qui défend le zouave Deschamps et qui dit, je rappelle la règle, on ne peut pas imposer un soin, qui plus est un soin douloureux, à un patient qui n'en veut pas. Au final, le zouave Baptiste Deschamps est puni à 3 mois de prison avec sursis. Autant dire rien. C'est un désaveu pour Clovis Vincent, qui abandonne immédiatement son rôle de médecin-chef du centre de traitement neurologique et demande à retourner au front. Clovis Vincent est retourné prendre la place auprès des gens qui étaient au front. Vous avez à ce moment-là Gustave Roussy qui sent le bon coup scientifique et qui dit c'est moi qui prends la relève. Et il va faire un nouveau centre à Salins-les-Bains qui est pire encore. Et il fait citer devant le tribunal des armées 3 soldats qui se sont rebellés et n'ont pas voulu se soumettre aux soins. Et puis la guerre finit. Tous les soldats qui ont été condamnés, ces soldats ont été réhabilités, ont eu une pension et rentrés chez eux. Et vous avez un très bel ouvrage de 2 neurologues, Laurent Tatu et Jodorowsky, qui ont repris tous les dossiers et qui montrent que nos asiles ont été remplis de gens qui ont souffert de maladies chroniques irréversibles liées au stress aigu accumulé pendant la guerre. Qu'est-ce qu'ils sont devenus? Eh bien, Clovis Vincent, avec sa brutalité, j'allais dire, avec ce sadisme sublimé en soins médicaux, c'est le père de la neurochirurgie en France. D'abord, je ne vous explique pas, il a eu toutes les médailles qui témoignent de son très grand courage, bravoure, dévouement. Ça n'était pas une mauvaise personne, et on peut même dire que ça n'est pas une mauvaise personne. Vous avez plusieurs biographies qui lui ont été consacrées, notamment Henri Mondor, qui a été, après avoir été chirurgien, a été académicien, a fait un très beau texte pour essayer de le réhabiliter et dénonçant la couardise et la veulerie de ce zouave Baptiste Deschamps et de ce mauvais mouvement de gens qui ont soutenu qu'on ne pouvait pas faradiser ces malades. Qu'est devenu Gustave Roussy? Et lui aussi, cette espèce de sadisme médical sublimé. Eh bien, il a inventé la chimiothérapie, c'est-à-dire comment
en empoisonnant le corps, je sauve la vie et je guéris du cancer. Qu'est devenu, je suis désolé, cet avocat député qui a défendu le zouave Baptiste Deschamps. Alors il faut savoir que juste après ce procès, il a essayé de faire passer une loi à l'Assemblée nationale, nous étions toujours en temps de guerre, il a essayé de faire passer une loi qui interdise les traitements cruels et dégradants quand les patients les refusaient. L'Assemblée nationale a refusé le vote de cette loi. J'ai oublié de vous dire qu'au procès de Clovis Vincent, des gens qui avaient été torturés par Clovis Vincent sont venus témoigner en faveur de Clovis Vincent, en lui disant, voilà, oui, il parlait au président du tribunal, oui, monsieur le président, j'ai hurlé, oui, monsieur le président, j'avais très mal, oui, monsieur le président, pendant des heures, il a promené l'électricité sur moi, et je le suppliais qu'il arrête, et il n'arrêtait pas. Aujourd'hui, monsieur le président, je marche, et je n'aurais jamais remarché si je n'avais pas été traité par Clovis Vincent. Et vous avez un psychiatre qui s'appelle Paul Voivenel, qui a écrit un ouvrage sur la peur, et qui raconte l'anecdote suivante. Voilà, ils sont 2 médecins au front, et il y en a un qui raconte qu'un malade est venu vers lui avec un billet manifestement falsifié, écrit probablement par le patient lui-même, pour décrire une maladie qu'il n'avait pas, afin de ne pas faire partie de la énième offensive meurtrière. Et il dit ce qu'il a fait, il dit, moi, j'ai réglé ça entre nous, je lui ai filé 2 bonnes paires de claques, et il a repris sa place, j'ai déchiré son billet, j'ai dit que j'en parlerai pas, et je lui ai dit, reprends ta place au front. Il y a de fortes chances que cet homme soit mort au front. Parce que je ne vous explique pas qu'en temps de guerre, il faut quand même toute sa vigilance et sa conscience pour esquiver les balles ou être furtif, etc. Cet homme a peut-être survécu. En tous les cas, il a redonné une chance à cet homme. Mais est-il légitime de donner une claque ou des coups de poing à un blessé ? Je vous laisserai réfléchir à cette question. Et l'autre lui dit, non, il y a des règlements et il faut respecter le règlement. Et dans la même circonstance, d'un faux billet, il a envoyé le patient devant le conseil de guerre, qui immédiatement l'a condamné à mort. Il a été passé par les armes et lui n'a pas eu de chance. Voilà. Alors, c'est un peu sinistre tout ça, mais par rapport à des choses qui ont été dites l'an dernier à l'occasion de la Première Guerre mondiale, on va absolument jeter l'opprobre sur les médecins. D'abord, je voudrais rappeler les circonstances qui ont fait que les médecins ont agi comme ça, mais finalement, il y a un certain nombre de questions. Très peu de médecins se sont rebellés contre ces méthodes, mais il y en a eu quand même. Il y en a quand même eu 1 ou 2 qui ont dit non, moi je pratique d'autres techniques. La plupart des poilus étaient des agriculteurs et ils avaient inventé les jardins thérapeutiques. Et ces gens-là faisaient de l'élevage, de l'agriculture, le contact avec les animaux. Et une grande partie de ces soldats se sont rééduqués eux-mêmes en faisant leur boulot rural. Mais il n'y en a pas tous. Et la plupart des médecins ont suivi le dogme. Et finalement, qu'est-ce qui est bon ? Qu'est-ce qui est mal ? On s'aperçoit que les médecins qui n'ont pas suivi les règles de Babinski ont été mis au banc de la société médicale. Ce député avocat qui s'était opposé à Justin Godard, le sous-secrétaire d'État à la Santé, a été injustement accusé dans une affaire politique que je ne connais pas. Toujours est-il qu'il a été incarcéré 3 ans en préventive. Il a été libéré pour non-lieu. Il a quand même fait ses 3 ans de préventive. Ça l'a tué. Il est mort quelques mois après. Baptiste Deschamps ne s'est jamais redressé de sa courbure dorsale. Et on sait qu'il est mort 10 ans après, comme un malheureux dans sa ferme. Et finalement, ce qui est très intriguant dans l'histoire que je vous raconte, dans cette histoire de décrochage du sens moral, c'est qu'à la fois, on voit bien que ça peut glisser, que ça peut déraper. On voit bien que peu de gens savent corriger la cruauté quand elle surgit. Et en même temps, je ne suis pas en mesure de vous dire que cette cruauté n'est pas forcément bonne au moment
où elle a surgi. Et que celui qui a voulu respecter la règle, par exemple, ce patient-là n'a eu aucune chance quand il est passé au peloton d'exécution. Alors voilà un peu appliqué à la Première Guerre mondiale, cette histoire de décrochage du sens moral. En quelques mots, qu'est-ce qui m'a amené à travailler ça? Il se trouve que j'étais encore psychiatre militaire il y a 4 mois, je ne le suis plus, je suis retraité. Et à l'époque, j'étais allé aux États-Unis dans des congrès de psychiatrie militaire et j'avais rencontré les médecins d'Abu Ghraib. Et la très grande surprise, c'est que ces militaires qu'on a vus à Abu Ghraib étaient tous des gens quasiment exceptionnels, tous, avec une histoire exceptionnelle, avant de se retrouver dans Abu Ghraib, où finalement, un peu comme l'expérience de Stanley Milgram, ils ont été jusqu'au bout des ordres qu'on leur a donnés. Je discutais récemment, ou j'essayais de discuter, avec la directrice d'un établissement de soins qui, à mon sens, maltraite moralement ses employés, infirmières, aides-soignants, ASH. Et je dis, mais voyez bien qu'ils souffrent, parce que personne ne peut nier que les symptômes qui sont émis sont des symptômes de souffrance. Et elle a cette phrase terrible, oui, mais il y a souffrir pour des mauvaises raisons et souffrir pour des bonnes raisons, et ça c'est une souffrance pour des mauvaises raisons. Et je dis, madame, c'est quand même de la souffrance, et elle ne peut pas l'entendre. Elle ne peut pas l'entendre. Et vous voyez, c'est qu'il y a aussi le décrochage du sens moral, c'est aussi, parce que notre empathie peut nous entraîner extrêmement loin. Il n'y a pas plus empathique que l'homme, si je puis dire. Et finalement, pour ne pas se laisser entraîner par l'empathie, eh bien, on s'anesthésie, on devient froid, procédurier, on ne regarde plus ce qu'on fait. Et là encore, il faut faire extrêmement attention, parce qu'en médecine, le patient qui souffre, surtout si on voit qu'on est privé de la capacité de le soulager alors qu'on est confronté à cette souffrance, eh bien, à notre tour, on souffre. Et beaucoup de gens qui travaillent dans le social, dans l'aide aux autres, souffrent aussi de ce qu'ils font et donc peuvent être aussi victimes de décrochage du sens moral. S'ils sont dans le burn-out, je l'ai beaucoup vu chez les secouristes, dans l'humanitaire, dans les catastrophes. Tous les signes que tu évoques et que l'on voit au quotidien dans une actualité fébrile nous parlent de violence sociale, d'indifférence, d'abandon, de désertion, de temps en temps un discours politicard un peu mou de compassion. Mais comment raccrocher le sens moral sans faire dans le moralisme, dans un contexte où les valeurs sont discutées, dans un contexte où lorsque quelqu'un affirme un certain nombre de convictions, on le considère comme complètement déphasé par rapport à une réalité, dans un contexte où ce matin on a entendu M. Géorgie nous dire ce que les nouvelles technologies abrasent de nos valeurs d'humanité, nos sens des responsabilités. Bref, si demain on te dit, voilà, on t'invite à l'espace éthique, tu as 10 ans devant toi pour nous expliquer comment raccrocher le sens moral, qu'est-ce que tu nous préconiserais? Alors, pour revenir juste sur l'intervention de ce matin, c'est clair que Internet peut accélérer les facteurs de décrochage du sens moral, et notamment les lynchages sur Facebook. C'est ahurissant. Alors, le réaccrochage, moi je vais te dire, tu connais la relation d'amitié que j'ai avec Franck de Monlot. Eh bien, je discute avec mes collègues, et ce genre de réunion que tu fais, qui est seul, je suis privé de raccrocher. Seul, je ne peux pas. Et à vie, je garderai en moi la souffrance que j'ai fait. J'ai pris en charge, vous en doutez bien, comme psychiatre militaire, des militaires qui avaient torturé pendant la guerre d'Algérie. Qu'est-ce qu'ils demandaient? Ils demandaient d'abord à ce que je les écoute et laisser sortir l'horreur d'eux-mêmes pour pouvoir ensuite faire cette action qu'on appelle la récipiscence, c'est-à-dire reconnaître sa faute pour pouvoir demander, enfin offrir de la réparer. Et vous savez que quand on a interdit le livre d'Osarès, service secret ou service spéciaux en Algérie, ça n'est rien d'autre que d'empêcher quelqu'un qui faisait peut-être sa première étape de récipiscence. C'est d'abord de dire, voilà les crimes que j'ai faits, je ne regrette pas. Et puis vous savez que devant Claude Sérillon, enfin il a dit, je ne regrette pas parce que quand on est militaire, on ne doit pas regretter ce qu'on a fait pour le service de la France. Puis devant Claude Sérillon, un jour, il a dit, oui, bien sûr, je regrette. Et donc, c'est la capacité, d'abord, de ne rien cacher. Ça veut dire que ce que je fais doit être transparent, et j'essaye le plus possible que ma pensée ou mes raisonnements soient transparents, parce que, par exemple, je l'ai écrit. C'est la rédaction des protocoles quand on fait quelque chose. Et deuxième point, j'écoute mes camarades, et chaque fois que j'ai une petite voix dissidente, au lieu de dire « arrête, tu nous gaves », c'est « ah, écoutez, c'est intéressant, qu'est-ce qu'on fait ?» Ce qui m'a frappé quand tu évoquais Franck de Molon dans l'anecdote, malheureusement, qui est une situation dramatique. Alors toi, tu as eu ta lecture. Moi, j'ai eu une autre lecture.
qui nous touchent lorsqu'on est avec des professionnels qui sont face à des situations de vulnérabilité humaine pour lesquelles la société, quelquefois, a comme réponse de l'assistance médicale en fin de vie. Mais ce qui m'a beaucoup frappé, c'est le parpaing qui va écraser la tête de ce monsieur avec des militaires qui sont armés et qui n'ont pas pu intervenir, c'est-à-dire qui ont été d'une certaine manière présents à une situation. Je ne prends pas l'anecdote en tant que telle, mais on a le sentiment maintenant d'une certaine forme d'impuissance, c'est-à-dire à la fois d'une surresponsabilisation puisqu'on est informé, et d'une impuissance à agir, avec une espèce d'inertie plus ou moins légale, qui fait qu'à un moment donné, même si on a encore un sens moral, on se dit mais à quoi bon ? Et est-ce qu'on ne doit pas sacrifier cette moralité personnelle pour éviter d'être malheureux ? C'est ça aussi le point. Alors, le débat, et qui nous dit juste pourquoi nos militaires sont très mal, c'est que nous ne pouvons ouvrir le feu que sur quelqu'un qui a une arme et nous menace directement. Un parpaing, ce n'est pas une arme. Et il faut en plus, les règles d'ouverture du feu sont des règles édictées par l'ONU. Et vous savez, c'était tout le malheur de Sarajevo, où les militaires, les casques bleus, n'ont pas le droit de riposter. Voilà. Sinon, ils ne peuvent que s'interposer. J'aurais une question qui est en rapport avec ces problématiques, finalement, non pas du raccrochage du sens moral, mais de la prévention du décrochage du sens moral. Et je voudrais savoir notamment ce que vous pensez d'une très vieille recette, puisqu'elle est décrite dans les évangiles. Alors, je ne suis pas un lecteur assidu, donc vous pardonnerez s'il y a une imperfection dans la citation, mais globalement, on peut y lire à un moment que celui qui n'a jamais péché lance la première pierre, qui est quelque sorte une façon d'extraire du groupe un individu et de le raccrocher peut-être au sens moral qui se dissout complètement dans le groupe. Pour moi, c'est une phrase géniale. Mais je méfie parce que quand on sait le nombre de gens qui ont été d'une cruauté inouïe avec les évangiles dans la poche, enfin, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais elle est exceptionnelle. Elle est d'une justesse et d'une précision ramassée en quelques mots. Tout est là pour arrêter les gens. Mais il fallait s'appeler Jésus-Christ pour l'inventer. Que je sache, comme diraient les Juifs, on attend toujours le Messie. Mais... Oui, mais toujours est-il que la méthode qui derrière tout ça, c'est quoi ? C'est ne pas laisser l'individu disparaître complètement. C'est ça, c'est un processus de réindividuation. N'oublie pas que tu es pécheur, n'oublie pas que tu as commis des fautes. Voilà, je crois que je dois laisser. Sur les lanceurs d'alerte, d'abord, j'aimerais bien avoir votre avis sur les discussions pour leur protection juridique, parce que s'ils sont bannis à un moment donné, effectivement, après avoir lancé une alerte, c'est qu'ils ne sont peut-être pas assez protégés juridiquement, et donc il y a des débats actuellement en France pour leur protection, dans d'autres pays. Donc peut-être, voilà, première question, parce que c'est une des pistes, hein, c'est-à-dire que pouvoir, dans un groupe, dire des choses, en sachant que derrière, effectivement, c'est l'inexistence qui nous attend. C'est pas pareil que dire quelque chose et de savoir qu'on peut être protégé par la loi derrière en disant ça, notamment dans les entreprises. Voilà. Donc ça, c'est la première question. Puis la deuxième, votre propos et votre livre me fait beaucoup penser au livre de Hannah Arendt, bien entendu, hein, voilà, Eichmann à Jérusalem, dans le sous-titre et enquête sur la banalité du mal, où l'enseignement que l'on peut tirer de ce livre, c'est que justement la morale ne suffit pas et que le sens moral ne suffit pas. Et que, on peut le raccrocher, mais en fait, ce qu'on peut tirer de ce livre, on peut en faire beaucoup d'interprétations, c'est que nous sommes souvent, en tout cas dans des situations complexes, où l'identification de ce qui est bien et de ce qui est mal est quand même assez difficile. Et donc il faut un autre outil que ces repères que sont le bien et le mal, qui sont en fait, en fin de compte, des réponses avant la question. Et cet outil, c'est justement l'éthique. Voilà. Et donc moi, je tiens véritablement à la distinction entre l'éthique et la morale, Bien sûr, qui est très forte. Et peut-être que l'éthique, et si en tout cas on comprend l'éthique non pas comme une nouvelle morale, mais comme un questionnement sur notre position dans l'existence, hein, la question des conséquences de nos actes, la question des valeurs qui font qu'on agit de telle ou telle façon, la question des finalités, un questionnement aussi sur le contexte, ça c'est l'éthique. Voilà, ça peut effectivement nous permettre peut-être d'être une sorte d'arme contre le décrochage moral. Juste cette question éthique. L'éthique, c'est l'art de se poser une question. La morale, c'est chaque fois comment on tente d'y répondre selon les époques, les circonstances. Alors, pour moi, Hannah Arendt, c'est elle-même une lanceuse d'alerte, mais elle n'a eu que des soucis avec son livre. Premièrement, son livre a été hyper attaqué par la communauté juive, qui s'est focalisée sur certains détails. Et voilà, je ne donne pas plus là-dedans, parce que je les ai entendues, les critiques de ce livre. Et Hannah Arendt a toute une œuvre de recherche qui a disparu parce qu'on ne connaît que ce livre. Les lanceurs d'alerte,
Je crois qu'il y a une chose qui est claire, c'est que quand on est lanceur d'alerte, quasiment on a perdu son identité. Parce qu'aujourd'hui, il faut vivre planqué, isolé, parce que c'est sûr que la NSA, la CIA, le système policier que nous sécrétons nous-mêmes, fera toujours en sorte qu'il faut dissuader ces voix dissonantes. Le plus rigolo, c'est Bollardière, qui a été condamné à de la forteresse. Le dernier numéro de la revue Inflexion, qui est une revue de réflexion militaire, j'ai écrit « Résister », où je raconte Bollardière, et je raconte, c'était très sulfureux dans une revue militaire, ce que je considère aussi comme la résistance des généraux putschistes, et notamment, en l'occurrence, du général André Zeller. Parce que finalement, les putschistes sont présentés comme des gueux, et quand on écoute leur discours, il y a eu un général qui n'a pas suivi le putsch à Alger, mais qui était quand même au procès de Raoul Salan. Et ce général qui a été donc loyal à De Gaulle, qui n'a pas suivi ses frères d'armes comme il l'invitait, a dit au président du tribunal, Monsieur le président du tribunal, l'histoire dira qu'ils ont commis une faute, mais la culpabilité, c'est nous qui la porterons au fil des années. Voilà, le courage était de leur côté. Je crois que vous avez lanceur d'alerte, pour moi, il y a presque un côté suicidaire. Et je comprends pourquoi des gens se taisent. Je comprends que des gens se taisent parce que s'ils ouvrent leur bec, quelque part, ce qui va leur revenir peut être terrible. Donc, est-ce qu'on peut offrir aux lanceurs d'alerte un statut comme des réfugiés politiques, par exemple? Mais vous avez bien vu, je me souviens toujours, en France, des réfugiés politiques marocains, algériens, iraniens ont été assassinés sur notre sol. Enfin, c'est clair que le lanceur d'alerte, il y a quelque chose en lui qui est sacrificiel. Voilà, je suis désolé parce que ce n'est pas optimiste que je vous raconte, mais c'est quand même un peu ce que j'observe. Voilà. On peut dire que le Christ, puisqu'il y a quelqu'un qui a évoqué l'exemple de Jésus, s'il a été considéré comme un lanceur d'alerte, lui aussi l'a payé extrêmement cher. Voilà. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie beaucoup de votre attention et de votre accueil.